Alors là est arrivé, après qu'on a été battus, là, il y a des incidents qui ont été tristes aussi parce qu'on a ouvert la boîte de Pandore de Barrette. Et puis là, il a décidé de démissionner. Et c'est là qu'a été décidé du Congrès 61 où il y a eu ces 3 ou 4 candidats. Il y a eu d'abord Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand, Yves Gabias, puis le maire de Sherbrooke, Armand Nadeau. Il y en avait 4 sur les rangs, que je me rappelle. Et moi, à ce moment-là, j'avais donné déjà ma parole à M. Bertrand. M. Bertrand et moi, on a toujours été très, très près. Et puis, ça s'explique parce que lorsque je suis arrivé, moi, au tout début, le premier gars qui m'a reçu et puis qui m'a initié dans les tâches que j'avais à accomplir, c'est Jean-Jacques et puis Gabi, son épouse, qui prenait soin de nos femmes. Lorsqu'on avait des réunions, soit entre députés et ministres. Alors, pendant la préparation, moi, j'avais donné ma parole à Jean-Jacques et puis j'ai eu 2 invitations. La première que j'ai eue a été de Daniel Johnson, parce que moi, on m'avait donné la responsabilité d'organiser pour Jean-Jacques de 17 comtés dans toute ma région. Or, une bonne journée, je reçois un téléphone de Maurice Bellemare, puis il dit « Je veux te rencontrer au Clarendon. Tu viendras me trouver dans ma suite. » Alors, j'arrive au Clarendon, puis Mario Beaulieu est là. Je ne me souviens pas qui d'autre, là, je pense que c'était Régent Desjardins. Et puis, on prend une consommation, et puis on commence à jaser, puis il y a Maurice, « Qu'est-ce que tu veux de moi? » À un moment donné, M. Johnson arrive, tout le monde sortit, puis on reste seuls tous les deux. Il dit, « Tu devrais t'en venir avec moi, tu ne le regretteras pas. » J'ai dit, « M. Johnson, vous savez pertinemment bien que j'ai donné ma parole à M. Bertrand. » Puis j'ai dit, « Si je changeais de camp, dans le moment, vous seriez le premier à ne plus avoir confiance en moi. » Vous direz, ce gars-là, là, il change d'idée comme il change de chemise. Alors non, non. J'ai dit, il y a une seule personne qui peut me faire changer d'idée dans le moment, c'est Jean-Jacques Bertrand. Tant et si longtemps qu'il ne m'a pas délié de la parole que je lui ai donnée, j'ai dit, non, non, vous perdez votre temps. Mais j'ai continué. Il m'a dit, tu me fais mal. Ben, j'ai dit, je ne peux pas voir en quoi vous fait mal. Ben, il dit, dans bien des endroits où on pensait d'avoir pris le contrôle de l'organisation, la minute que tu passes, ils ont perdu la moitié de nos délégués. Bon, ben, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour moi. Puis, je continue dans votre camp, moi, je vais continuer dans le mien. Ça a été un gâchis, hein, parce que nous autres, on ne pensait jamais. Il y a un langage qui n'est pas tellement... Lorsqu'on a vu Daniel foirer, comme il a foiré devant Jean Lesserre, et puis ça n'avait pas d'allure. C'est pas l'homme qu'on a connu, c'est pas le batailleur qu'on a connu. J'ai dit à Régent, d'ailleurs, c'en est fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va revenir, mais j'ai dit, on a déjà perdu des plumes en 60, puis un parti pour en perdre encore. Mais malgré tout ça, Daniel s'est relevé, puis on est allé chercher 7 nouveaux candidats. Alors, un matin, on est convoqué pour un grand congrès au Connell Lodge, dans Laurentides. Ça, c'était suite à la défection temporaire d'Yves Gabias. Là. Il y avait eu tous ceux qui ont assisté à ces débats-là à l'Assemblée nationale. Là, Yves tirait de travers, comme on dit chez nous, dans le bacu. Et puis, ça ne marchait pas tellement. Alors là, Daniel, là, il y avait beaucoup de choses là, qui n'étaient pas à notre goût. Alors, quand on est arrivé au Connell Lodge, on a tous été placés, puis le caucus a commencé, puis là, ça a bardé. Là, c'était pas drôle, ça se tiraillait, tout le monde parlait, puis il n'y avait pas moyen d'entendre rien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Daniel Johnson dise « Hey, un instant, les gars, on ne va rien faire de bon si on continue d'agir comme on agit là. » Alors, il dit « Moi, je veux que vous en teniez chacun dans vos chambres, et puis que vous mettez sur papier, là, tout ce que vous avez l'intention, tout ce que vous avez à me reprocher, là, je veux que tout le monde y aille avec franchise, puis qu'on vide ça une fois pour toutes. Parce que moi, ce que je veux, là, c'est rebâtir l'Union nationale, puis je veux qu'on prenne le pouvoir, vous compris. Alors, retournez dans vos chambres, pensez-y comme il faut. Et puis, il dit, ceux qui veulent parler, donnez votre nom à Maurice Bellemare. Puis demain matin, vous allez appeler avec chacun votre tour. Puis si ça prend 3 quarts d'heure chaque, ça prend 3 jours à rester ici. On ne sortira pas d'ici tant qu'on n'aura pas crevé l'abcès.
Fait que le lendemain matin, quand on est arrivé au caucus, là, ça a commencé à barder. Puis chacun parlait, chacun à son tour. Quand est venu mon tour de parler, j'ai parlé 1 h 15. Puis j'ai eu le front de dire à M. Johnson, vous savez, là, votre entourage n'est pas montrable, puis vous n'êtes pas vendable. C'est clair, ça? J'ai beau essayer de vous vendre dans mon comté. Pourtant, j'ai dit, on dit que je ne suis pas pire vendeur. Je ne suis pas capable de vous vendre. Tant et aussi longtemps, vous n'aurez pas enlevé là, tout ce qui grouille autour de vous, là. Puis je nommais pas certains noms, mais vous pouvez les reconnaître. J'ai dit, ça ne marchera pas. J'ai dit, on passe notre temps là, à parler du passé, mais j'ai dit, on n'a même pas de programme pour l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, pas ce qui s'est passé en arrière. Je veux savoir que ce dont demain va être fait, ça, je suis capable de faire quelque chose demain, mais je ne suis pas capable de réparer rien de ce qui est en arrière. Alors, si ça ne change pas, là, je vous préviens, moi, j'ai dit, je vais démissionner de l'Union nationale, puis je vais siéger comme député indépendant à l'Assemblée nationale. Alors, quand j'ai fini de parler, Daniel Johnson, il dit, Claude, je te remercie beaucoup. Il est affranchi d'habituel, il dit, me réconforte, puis il dit, veux-tu me donner une autre chance? Voulez-vous me donner une autre chance? Donnez-moi une chance, puis je vous promets que je vais la nettoyer, l'affaire, puis il dit qu'on va gagner les élections. Il dit qu'on est les prochaines élections. Alors, on est sorti de là, puis ça, je veux donner crédit à M. Johnson. Il a changé, hein? Il a tout nettoyé la place et puis enlevé des personnes qu'on prétendait, nous autres, qu'on n'aimait pas autour de nous autres. Puis là, on a formé une équipe, puis on a passé en 1966. On a gagné. Daniel m'a dit, il dit, t'as doute-tu pourquoi je t'ai fait venir? J'ai dit, j'espère que c'est pas pour me congédier. Il n'est pas à rire, non, il dit, j'ai l'intention de te nommer ministre. Quoi? Il dit, dis-moi pas, il dit que tu t'attendais pas à être nommé ministre. Bien, j'ai dit, M. Johnson, pensez-y comme pour. Moi, là, j'ai dit, j'ai pas la préparation, là. J'ai dit, je ne suis pas, moi, j'ai dit, le seul diplôme que j'ai pour aller l'écorcher chez les murs, c'est le diplôme de l'expérience, puis du travail, puis de la misère. Alors, j'ai dit, là, vous me donnez des responsabilités extraordinaires. Il dit, si je te nommais à toi, Terres et Forêts, il dit, ben, j'ai dit, je ne sais plus quoi vous dire. Je suis content, je suis heureux. Il était le premier gars qui rentre ici, qui est content. Vous savez, c'est les comtés ruraux qui l'ont gagné. Parce que, à 50, si ma mémoire est fidèle, on est à 110 députés, 58 à 52. C'est à peu près ça. Il peut y avoir une petite différence dans les chiffres. Mais la majorité était tellement faible que je me souviens une fois, ça c'était du temps de M. Bertrand, moi j'étais avec Maurice Sauvé, dans le bureau de Maurice Sauvé, pour discuter du problème des forêts, qui était ministre des Forêts, lui, au fédéral. Puis à un moment donné, son secrétaire m'arrive, puis il dit, Monsieur le ministre, il dit, il y a une limousine, il va aller reconduire à l'aéroport d'Aplin. Il dit, rendez-vous là. Il dit, Jean-Paul, le ministre de l'Industrie et du Commerce, est à Toronto, puis il s'en vient avec le jet de M. Leclerc. Et puis, il dit, il va vous ramasser en passant, puis il dit, il va y avoir un vote en chambre, puis il dit, M. Bertrand, est sûr qu'on va être battu. On aurait été battu sur un vote. Puis quand on est arrivé en chambre, c'était 1h30 que M. Bertrand tenait le plancher pour avoir suffisamment de votes, puis on a gagné 46 à 44. Fait que ça travaille mal, ça, dans ce temps-là. Parce que, tu sais, quand tu as une mère de 3 ou 4, là, puis que Francis Boudreau est à l'hôpital, il y en a un autre qui est parti avec l'avion en Floride, puis on ne sait pas où il est, puis qu'il y en a un autre qui est sur un autre bord, puis que là, il était toujours pris là, que le whip ne fournissait pas, il était comme une queue de veau qui cherchait tout le monde pour qu'on soit assez pour prendre les votes. Alors ça, c'est pas travaillable, ça. Si tu rentres en politique, garde ton nom propre, surtout, change pas ton train de vie. Change pas, reste le même. Hein? Reste le même assez que j'étais ministre, puis un vendredi soir, j'arrive à la maison. Et puis Jeanne a dit, ça va pas, j'arrive à ma résidence, là, à mon domaine. Et puis elle dit, ça va mal. Elle dit, imagine-toi, il y a quelque chose qui va pas bien dans le puisard. Bon. Alors, ben je dis, non, il y a quelque chose, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, j'ai sorti le pic puis la pelle, j'ai mis mes salopettes, mes bottes, puis j'ai été creuser le fossé. À un moment donné, vient des électeurs pour venir m'avoir. J'ai bien vu l'automobile rentrer dans ma cour, puis je continue de creuser. Moi, je suis en faire à moi, ils vont venir. Les gens arrivent se passionnent avant. Mme Gosselin, Claude, c'est ici.
Elle dit, oui, elle dit, ouais, il y a un gars qui creuse, là. Il dit, à côté de la maison. Fait que ma femme s'avance. Elle dit, ah, espèce de fou, je veux-tu répondre? Elle dit, c'est des gens qui veulent te voir. Quand les gars sont arrivés au bord du fossé, elle dit, on aura tout vu. Un ministre qui était en salopette avec ses bottes, puis il était prêt à creuser pour tâcher de nettoyer sa fosse septique. Mais elle dit, écoutez, c'est nous autres qui l'avons bloqué, cette affaire-là. Ne demandez pas aux voisins de débloquer. Ça se fait par du monde, ça. Puis j'ai jamais changé. Puis à un moment donné, j'ai reçu une lettre de Pierre-Éliott Trudeau qui voulait acheter un lot à bois qui appartenait aux Terres et Forêts, et puis qui était, en fait, c'était 3 lots. Ces lots-là étaient enclavés dans 2 lots que Pierre-Éliott Trudeau possédait déjà. Ça fait que, comme de fait, moi, j'analyse ça comme il faut, puis j'engage une firme d'ingénieurs conseil. Je demande à une firme d'ingénieurs conseil, voulez-vous aller analyser là, comment ces lots-là valent? Quel prix qu'on doit établir alors de ces lots-là? Alors, lorsque j'ai eu le rapport, il venait aux mêmes conclusions que le ministère. Alors, j'ai répondu à M. Trudeau qu'il n'était pas question de négocier à prix plus bas que ce qui avait été fait par mes prédécesseurs. Puis toujours que, à coup, Yvon Poulin me dit, mon secrétaire du cabinet, et il dit, le premier ministre du Canada veut vous parler. Ça fait que là, je prends la ligne, j'ai dit, oui, comme vaut l'honneur de votre téléphone, M. le premier ministre. M. Gosselin dit, je viens recevoir votre lettre et à ce que je puisse voir, il dit, vous ne comprenez pas plus la situation qui prévaut relativement au lot que je désire m'apporter acquéreur. Et il dit, me semble, il dit que j'ai passé suffisamment de contrats dans ce secteur-là que je peux facilement, moi, faire les points de comparaison entre ce que vous demandez et ce que les lots valent. Bien, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai dit, moi, j'ai l'opinion contraire. J'ai des officiers autour de moi qui doivent être aussi compétents, j'ai dit, comme les officiers, comme ceux qui ont pu vous conseiller chez vous. Puis ça ne veut pas dire parce qu'un tel vous a vendu un lot à meilleur marché, que nous autres, on est obligés de vous le vendre en bas du prix. J'ai dit, moi, pour un, là, je n'ai pas l'intention de baisser. Alors, il commence. Je vois, vous êtes un ignorant. Hey, j'ai dit, toi, là, tu as déjà envoyé des gars des postes. Je fais le diable, va donc. Puis j'ai fermé la ligne. Ils vont couler. Hey, il dit, rendez-vous compte, vous venez de parler au premier ministre du Canada, je ne suis pas obligé de prendre ça. Hein? J'ai dit, un instant, là, j'ai dit, moi, Pierre-Éliott Trudeau, c'est pas la fin du monde, ça, moi. J'ai dit, je ne me ferai pas traiter d'innocent et d'ignorant. J'ai dit, comme il vient de le faire, pas plus par lui que n'importe qui d'autre. Là, à un moment donné, il y a Yvon Hamel, qui est le député de Rouville, et puis Paul Daudois et moi, on est dans le bureau de M. Bertrand. Puis on a déjà discuté du bill pour être présenté à l'Assemblée. Puis Jean-Jacques est réellement mal pris un peu. Il se demande au juste comment prendre ça. Alors, le préambule était très court. Ça disait tout simplement que pour tout citoyen, tout élève de langue française doit avoir une connaissance suffisante de l'anglais. Et l'inverse, pour l'anglais, il doit avoir une connaissance suffisante du français. Puis ça, que ça devait être enseigné dans toutes les écoles du Québec. Le préambule, je me rappelle, il était très, très court. Alors, pendant qu'on parlait, Paul Daudois, il dit, écoute, Jean, il dit, t'es bien chum avec Claude Ryan, toi? Il dit, appelle-les donc. Alors, il sonne Roger Ouellette, et Roger Ouellette arrive, veux-tu mettre Claude Ryan? Il appelle le don, je pense bien qu'il devrait le rejoindre au devoir à cette heure-ci. Alors là, l'intercom est ouvert. Et puis, Jean-Jacques dit, comment ça va, M. Ryan? Ah, M. le Premier ministre, que vaut l'honneur de votre téléphone? Alors, Jean-Jacques, il dit, M. Ryan, il dit, je m'interroge beaucoup. Je dois présenter un bill en chambre pour tâcher d'essayer de régler le problème de la langue enseignée dans les écoles au sujet de l'anglais. Puis il dit, j'aimerais vous lire le préambule de la loi. Alors, Jean-Jacques lui lit le préambule de la loi. Et Ryan dit, c'est parfait ça, Jean-Jacques, il dit. C'est parfait. Moi, il dit, totalement d'accord avec ça. Comme ça, il dit, si je présentais un tel bill, la manière qui est libellée,
ça irait bien. Il dit, certainement. Alors là, on sort de là, M. Bertrand est tout content. Bon, il s'est rayonné d'accord, au moins ça me rassure, puis tout va bien aller. Le lendemain matin, M. Bertrand, en première lecture, met le bill sur la table, il le présente. Le surlendemain, moi, je déjeunais à la petite pharmacie Grande Allée, ici, là, au coin. Alors, souvent, j'allais déjeuner avec M. Bertrand. M. Bertrand me disait, viens déjeuner à mon salon particulier. Alors, puis je ramassais les journaux, puis j'apportais. Alors, je ramasse les journaux, Montréal Matin, Devoir, La Gazette, puis Le Soleil, l'événement. Et puis, quand j'arrive sur le Devoir, un gros titre, à la largeur de la page, Jean-Jacques Bertrand, un traître à la nation française du Québec. J'ai dit, patèche, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il était d'accord. Puis là, il mentionne le Bill 63 est une insanité ou quelque chose de même. Vous auriez dû voir le visage de cet homme-là. Jean-Jacques est venu, il s'est jeté la tête dans ses bras de même. Il s'est mis à pleurer. Il dit, Claude, Dieu sait si je ne suis pas un traître à ma race. Mais il dit, maudit Ryan, qu'est-ce qu'il y prend? Il dit, il était d'accord. J'ai dit, oui, on l'a tous entendu. J'ai dit, on a des témoins de ça. Puis j'ai dit, moi non plus, je ne comprends pas. Alors, il va sans dire que peu de temps après, d'ailleurs, M. Bertrand a fait un infarctus, puis j'étais à son chevet à l'hôpital Saint-Sacrement, je pense, en quelque part, de chemin Sainte-Foy. Et puis, là, il a commencé à dépérir. Et puis souvent, il m'appelait, puis il disait, es-tu bien fatigué? Dans ce temps-là, il y avait cet appartement au Montmorency. Je disais non. J'ai dit, il m'appelait au bureau parce que souvent, je travaillais jusqu'à 10h, 11h du soir parce que je pouvais travailler plus là, à ces moments-là, que quand le téléphone est là et tout le monde arrive. Le jour que j'arrive à l'appartement, puis il dit, ça te ferait-tu quoi, là? Il dit, je voudrais qu'on aille prendre une marche ensemble, puis elle est pleine. Puis il dit, ça te fait rien qu'il n'y ait pas de garde du corps? Il dit, il était à la porte d'en avant. Je dis, non. Comment est-ce qu'on va sortir sans qu'il nous voit? Il dit, on va passer par la porte d'en arrière, on va sortir par le sous-sol. Comme de fait, on sort, puis on s'assoit si elle est pleine, puis il me semble de l'entendre encore. Il dit, Claude, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Là, il dit, ça ne va pas du tout. Puis il dit, tu vois, là, tous les gars de tirage, il dit, on a Bousquet qui est chez un bar, on a Jérôme Brou qui est sur l'autre bar, Antonio Flamand qui était un autre, on a Grenier, Fernand Grenier, qui dira, hey, j'ai dit, Jean, si j'étais premier ministre, moi, je saurais quoi faire. Tous ces mousses-là, là, ils ont rentré dans l'Union nationale, j'ai dit, comme des quêteux. Puis là, ils se promènent comme un quêteux qui a tombé dans une bécosse, puis il sort de là avec une montre en or au bracelet. J'ai dit, non, j'ai dit, fais donc comme si Daniel ou M. Duplessis vivait. Il fallait venir à ton bureau, là. Puis il fallait rentrer dans le rang. Ah, il dit, c'est pas mon style. Moi, là, en 70, quand on a perdu les élections, le premier soir, là, le premier téléphone que j'ai eu, ça a été Jean-Jacques. Il dit, j'apprends les nouvelles, puis il dit, Claude, je suis tellement triste, il dit, après avoir travaillé comme tu as travaillé, j'aurais jamais pensé que tu aurais perdu tes élections. J'ai dit, hey, séchez vos larmes, là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, M. le Premier ministre. J'ai dit, demain matin, on met ça à l'opette, puis ça vient de s'éteindre. Et puis, après ça, là, on s'est rencontrés 3 jours après. J'étais au bureau à Québec et puis M. Bertrand m'appelle, il dit, viens déjeuner avec moi. Alors, je me suis rendu à son salon particulier, ici en bas. J'ai déjeuné avec Jean-Jacques et il dit, Bourassa, viens me voir à 9h ce matin, j'aimerais que tu sois avec moi. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, là, j'ai dit, il y a des choses tellement importantes là, à discuter que je n'ai pas d'affaires là. Il m'a dit, écoute, Claude, imagine-toi, on perd nos élections. Là, je vais être seul derrière le bureau. Tout le monde m'a abandonné. Celui qui a toujours été près de moi, il dit, c'est toi, il dit, je voudrais que tu sois avec moi, je te connais assez pour que tu te retireras en temps opportun. Quand, en 1973, au mois de janvier, je pense que c'est le 23 ou le 26 de janvier 1973, Gaby m'avait appelé une semaine avant. D'ailleurs,
le samedi soir, avant qu'il soit opéré pour le cœur, Gabi m'appelle, puis elle dit Paul Lausois, puis Pauline viennent souper avec nous autres, Jacques Miquelon, puis Germaine. Alors, on aimerait que les gens et toi viennent souper avec nous autres à Carnesville. Fait que là, on est allé souper. Pendant le souper, Jean-Jacques, il dit Claude, viens me reconduire à la maison. Alors, je suis parti avec lui, puis il dit finissez votre repas. Puis quand il est arrivé à sa résidence, sur la rue principale, il regardait l'escalier, là, c'est comme s'il avait été obligé de monter sur l'Everest. Il était même pas à lever les pieds. Je dis veux-tu, on va te prendre dans mes bras, puis je vais te monter. Non, non, non. Alors, on sait la suite. Il a été rentré à l'hôpital le lundi, puis il est mort le jeudi, sur la table d'opération. Mais d'abord, à Istingus, on a un beau foyer de personnes âgées. Et puis, en plus de ça, j'ai rénové ou construit 11 écoles. En plus de ça, dans ce temps-là, il y avait beaucoup dans la voirie. On avait beaucoup de participation municipale. La quasi-totalité des municipalités avaient beaucoup de chemins à leur entretien. Alors, moi, j'ai aboli ça parce que j'ai fait en sorte d'obtenir suffisamment de crédit pour que ces chemins-là soient faits aux normes de la voirie. Et puis, après ça, j'ai également fait une chose qu'on n'a pas parlé, là, c'est que dans l'été, j'ai eu jusque dans l'ensemble de la province 2000 étudiants qui étaient dans les camps forestiers l'été. J'ai mis également l'opération mise au travail des chômeurs, des gens qui étaient sur la cité sociale. J'avais ça comme leitmotiv, j'avais ça comme ambition. Rapprochons la forêt de l'usine. Et non, quand on aura tout récolté la forêt, à ce moment-là, on va déménager l'usine plus loin, comme on a fait quand on est allé à la Baie-sur-Quevillon, quand on est allé à divers endroits. Alors, partant de cela, là, j'ai monté une organisation. On a bâti une des pépinières les plus modernes de tout l'Est du Canada. Ça a coûté 4 500 000 $. Puis dans l'espace de 3 ans, on était rendu à 17 500 000 arbres qu'on plantait dans ma région. Si vous venez qu'à venir, je vais vous en faire visiter des plantations qu'on a faites. Et puis, tout allait bien. Puis quand est arrivé, là, le changement de gouvernement, là, on a vendu ça pour 350 000 à crédit. Le gars, je ne sais pas comment il a ramassé d'argent, mais il a ramassé toute une galette, puis il a disparu. Puis là, aujourd'hui, on a remplacé les entrepôts frigorifiques qu'on avait pour geler les arbres, pour les conserver pour l'année suivante, lorsqu'on avait en surplus. Bien là, c'est un abattoir qu'il y a là. Fait que ça, là, quand je passe, moi, devant la station forestière, là, distingué, je peux vous dire que le cœur me coupe. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à accepter. Un jour, je reçois un téléphone de René Lévesque. Et puis, René Lévesque, c'était par l'entremise de Jean-François Bertrand. J'arrive au bureau de René Lévesque, puis il dit Monsieur Gosselin, j'étais à Rexford dans ce temps-là. Il dit on a fait des sondages, puis il dit il va y avoir un gouvernement conservateur qui va être élu à Ottawa, puis on n'aura personne, il dit des conservateurs, députés conservateurs au Québec, il dit pour nous représenter, pour nous ouvrir des portes. Puis ils avaient laissé une bonne réputation dans le comté, puis il dit vous aviez de gros chances de vous faire élire, tu sais. Puis il dit j'aimerais que vous vous présentiez dans Compton Stand Sud. Quand je suis arrivé à la maison, on parlait ça à Réjeanne, les bras ils ont quasiment tombé. Elle dit écoute, pourquoi tu veux te relancer là-dedans? Là? On a la paix, on est bien, on a une belle vie de famille, tout marche. Mais elle dit de toute façon, Claude, elle dit, je ferai comme j'ai toujours fait. Si tu n'y vas pas, peut-être tu diras j'aurais dû y aller. Puis si tu y vas, là, bien, va pas prendre de peine. Assure-toi pas en partant que tu vas être gagné. Puis un de mes bons amis, c'était Théotime Landry, pas Théotime Landry, Lamoureux. Il est le magasin général. Il est à côté à Paul Poteau, puis il est là. Je rentre, puis allô, j'ai dit, comment ça va? Ah, ben, maudit, c'est le diable qui m'apparaît. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? J'ai dit, que je fais ici, j'ai dit, il paraît, là, j'ai dit que peut-être que je pourrais devenir votre député fédéral. Il dit, viens-tu fou? Viens-tu fou? Il dit, voyons donc. Il dit, écoute, pense-y comme faux. Là. Il dit, Théotime Landry, il est rendu à 87 ans, 88, et puis il dit, moi, là, il dit, j'ai 80, puis Paulo
Godette est mort, Médée Baudouin est mort. J'avais plus rien. Alors, il dit, je pense que tu n'as pas grand chance. Tu sais. Il y a eu juste 2 députés conservateurs qui ont été élus. Ça a été Hewitt Rafter puis Roch Lassalle, en 1979. Tous les autres, c'était tous des libéraux, tu sais, en gagnant. Fait que là, il y en avait un Maudilou qui avait perdu. Alors, je dis, non, j'ai dit, l'argent que j'ai sorti, j'en ai perdu. Mais l'argent, j'ai sorti de ma poche, puis j'ai jamais rien entendu parler de l'évêque et compagnie, ni Claude Marois, ni personne d'autre. J'ai eu ma leçon. Ça a été d'un profit d'épée. On oublie ça, on recommence.